Ça veut dire que des fois, autour de la table, la discussion elle est un peu animée? Oui, bien sûr, et heureusement. Parce que comme on doit, in fine, être d'accord ou vivre avec la décision qui a été prise, elle est animée, elle est tout à fait respectueuse. C'est pas parce que des fois ça chauffe un peu que ça ne l'est pas, ça reste respectueux. En 2018, lors de votre première année de fonction, est-ce que vous vous souvenez un peu de vos débuts? Oui, bien sûr, ça reste le premier jour quand on rentre dans cette salle du Conseil d'État, ça reste évidemment un moment très marquant. Dans cette salle, il y a plusieurs fresques qui datent du XVIe siècle, peut-être une où on voit de très anciens collègues siéger dans cette salle et qui ont les mains coupées, une allégorie au fond pour montrer l'importance de l'indépendance et puis de ne pas accepter davantage. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette salle historique. Alors déjà, une petite question, est-ce qu'il faut qu'on vous appelle Monsieur le Président du Conseil d'État? Quand on est en interview, pas forcément, en salle, c'est vrai qu'on se vouvoie et on s'appelle par nos noms de famille. Alors aujourd'hui, on est dans une salle vraiment historique, la salle du Conseil d'État. Il y a très peu de gens qui sont autorisés à rentrer dans cette salle. D'ailleurs, il y a un huissier qui m'a ouvert la porte. Alors, qui est autorisé à rentrer dans cette salle et puis surtout quand? Nous siégeons le mercredi matin et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons la règle qu'aucun fonctionnaire ne peut rentrer dans la salle du Conseil d'État lorsqu'il y siège. Les huissiers peuvent rentrer. Nous avons assermenté 2 autres personnes que sont la communication et le protocole, mais sinon pas. Et c'est vraiment l'idée de garder cette enceinte pour les débats qui sont à huis clos et donc confidentiels, pour vraiment se préserver, non pas une bulle qui serait hermétique, mais bien nous permettre d'avoir des échanges les plus libres possibles et puis in fine prendre une décision. Alors justement, ces échanges, ils se passent autour de cette grande table. Il y a 9 places, 7 conseillers d'État. Qui s'assied autour de cette table? Alors les 7 conseillères et conseillers d'État, à votre place, il y a la chancelière d'État qui est au fond la secrétaire générale du Conseil d'État, et puis le vice-chancelier qui lui est chargé notamment de la prise de notes des séances du Conseil d'État. Et vous, vous asseyez où? Alors moi je suis en face et c'est l'organisation de cette salle et ces places sont protocolaires. Donc le siège du président qui effectivement préside les séances durant le Conseil d'État. Les organisations sont assez précises, c'est protocolaire. Donc la doyenne du Conseil d'État, c'est Madame Fontanet qui occupe cette fonction. La vice-présidente du Conseil d'État, c'est Madame Ilpol qui prendra ma succession au 1er juin 2026. Madame Cast, Monsieur Maudet, Madame Bachmann et Monsieur Valder. On compose donc ainsi la salle du Conseil d'État avec la chancelière. Alors avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, est-ce qu'en quelques mots déjà, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le Conseil d'État? À quoi il sert? C'est le gouvernement, on dit qu'on a 3 pouvoirs, que sont le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et nous représentons le pouvoir exécutif. Nous sommes notamment chargés de faire en sorte que l'administration tourne. Nous sommes également des chefs de département. Et puis nous avons évidemment aussi un rôle d'exécution des lois que vote le Parlement. Et à l'occasion des séances du Conseil d'État, on se réunit donc, tous les mercredis matins de manière ordinaire. S'il y a des moments extraordinaires, évidemment que nous nous réunissons ici en tant que de besoin. Et puis on a un ordre du jour qui va en gros entre 120 et 300 points, où on traite des questions administratives, on traite des questions juridiques, des projets de loi, soit déposés par un ou des collègues, soit par le Parlement. Et puis on a aussi des points de discussion générale sur des sujets que les collègues veulent amener pour provoquer une discussion politique, et puis une orientation. Est-ce que sur cet objet, c'est plutôt oui ou c'est plutôt non, ce qui permet d'orienter ensuite la suite des travaux pour l'administration. Et c'est vous, en tant que président, qui fixez l'ordre du jour? Les points de l'ordre du jour sont fixes et nous avons des délais pour inscrire ces points. Je ne suis pas habilité puisque un président n'a pas de compétences supplémentaires à ses collègues. Il gère simplement la séance, il représente le Conseil d'État, mais il n'a pas de prérogatives sur ses collègues. Il n'est pas le chef d'un autre département que le sien. Du coup, chacun et chacune met ses points dont il a envie d'être traité par le Conseil d'État.
Et donc chaque conseiller d'État a un département, vous êtes à la tête de celui de la cohésion sociale. Comment les départements ils sont attribués finalement? Ça se fait durant cette période entre la fin du deuxième tour de l'élection et puis l'entrée en fonction qui a lieu le 1er juin de chaque début de mandature. On a la prestation de serment d'un côté et puis on a aussi les discussions relatives à la répartition des départements. On ne le fait pas dans cette salle puisqu'il faut avoir prêté serment devant le Parlement pour entrer ici. On se réunit dans une autre salle de l'administration et puis on discute. On discute de nos objectifs politiques, de la façon dont on veut travailler ensemble pour 5 ans. Puis on a aussi cette règle tacite de donner la parole aux plus anciennes et aux plus anciens. Et on essaie à chaque fois de trouver un équilibre dans les tâches de chaque conseillère et conseiller d'État. On doit aussi trouver un nom à ce département, son acronyme et puis ce qu'il contient, parce que dans le contenu de celui-ci, il y a le périmètre purement étatique, mais il y a également des établissements publics autonomes. Par exemple, au département de la cohésion sociale, il y a l'Hospice Général, par exemple, les établissements publics pour l'intégration ou la Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle qui sont indépendantes, certes, mais sous la tutelle du département. Alors, par exemple, au département des finances, eh bien, c'est l'aéroport de Genève qui est sous la tutelle du département des finances. Bien, alors, si on résume vraiment très simplement, pour les gens peut-être qui ne sont pas experts, mais donc le Grand Conseil, il va voter les lois. Et puis vous, le Conseil d'État, vous allez les appliquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, est-ce qu'on peut un peu dire finalement que le Grand Conseil, il va un peu choisir la direction où on va. Et puis vous, le Conseil d'État, vous êtes un peu dans la voiture, vous conduisez. Je ne sais pas si ça vous parle, cette métaphore. Pas tout à fait, parce qu'on a aussi cette capacité à l'intérieur de son département de conduire évidemment celui-ci, il faut qu'on le gère. Et puis le gouvernement est également habilité à déposer des projets de loi. Le Grand Conseil, ce qui est assez rare en Suisse, est également habilité à déposer lui-même des projets de loi et à les discuter et respectivement à les voter. Donc oui, je pense que c'est une vraie séparation des pouvoirs. Nous sommes dans l'exécutif et donc on doit organiser la mise en œuvre des décisions qui sont votées par le Parlement, mais aussi les nôtres, puisqu'il y a un certain nombre par exemple, de règlements que l'on peut modifier selon la loi avec l'accord du Conseil d'État, si on en a besoin. Et il y a une grande partie de propositions de loi. Enfin, c'est très fréquent de proposer des lois. Oui, chaque semaine, on a régulièrement des lois. Alors, elles ne sont pas toutes des réformes, elles ne sont pas toutes d'une ampleur impressionnante. Ce sont peut-être des éléments sur lesquels il y a des corrections ou par exemple il y a une évolution dans le temps d'une problématique qu'il faut pouvoir actualiser. C'est généralement le cas parce que la constitution d'une vraie réforme comme je l'ai menée pour la culture ou pour l'action sociale, ça prend du temps à l'abord à l'interne, ça prend aussi du temps dans la discussion politique. Ensuite, c'est vraiment des éléments un peu phares que l'on contient dans le programme de législature. Alors concrètement, pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une loi que le Conseil d'État a appliquée et puis finalement qui change le quotidien des Genevois? Je vous donnerai peut-être un exemple qui date de 2019. Ça a été une loi qui a permis de revoir entièrement les subsides pour l'assurance maladie. Vous savez, ces aides mensuelles qui passent par les assureurs et qui soulagent en effet toutes celles et tous ceux qui ont des primes importantes. Et là, on a augmenté le périmètre, on a augmenté également les francs. C'était un accord en lien avec la baisse de l'impôt des entreprises. Et en contrepartie, on a augmenté les subsides d'assurance maladie. Et là, très concrètement, on verse des centaines, des milliers de francs par mois à des personnes qui sont éligibles à cette prestation. Et ça, c'est quelque chose que vous avez décidé autour de cette table? Oui, on a imaginé cette compensation, en tout cas cette idée que 1 franc de baisse fiscale égale à 1 franc de subside en plus. Donc c'était c'est un élément de mise en œuvre qui perdure encore aujourd'hui. Alors dans vos tâches, le Conseil d'État il doit aussi présenter un budget. Concrètement, ça fonctionne comment? Chacun et chacune des membres du collège du Conseil d'État fabrique, entre guillemets, les besoins qu'il a dans son département. Il fait des arbitrages à l'interne, on remonte au Conseil d'État avec des propositions, et puis on consolide l'ensemble de ces propositions. Puis on se rend compte du résultat. Puis on se dit, ça ne va pas le faire, on n'a pas assez de revenus, il est en déficit. Donc on doit construire ensuite un langage commun, une volonté commune par rapport à ce budget, et puis dire, voilà, il y a des priorités. La priorité, c'est celle-ci ou c'est celle-là.
Et à partir de là, on tente, comme à chaque année, d'arriver à faire en sorte que le projet de budget soit déposé ensemble, puisqu'on est un collège et que le budget doit se faire ensemble. Justement, il y a ce principe de collégialité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce principe? D'abord, c'est un principe qui est basé sur le fait qu'on ne choisit pas ses collègues. Donc c'est le peuple genevois qui décide qu'il y a deux socialistes, deux PLR, un LJS et une personne du centre et un vert. Et donc le premier principe du collège, c'est d'arriver à se mettre d'accord. Et pour pouvoir se mettre d'accord, puisqu'on n'a pas décidé de siéger ensemble, on a l'exemple un peu dans notre grand pays voisin qu'est la France, où le gouvernement se fait avec un Premier ministre qui décide avec ses pairs qui souhaitent avoir dans son gouvernement. Au Conseil d'État, ce n'est pas le cas, c'est une décision du peuple. Donc la première règle, c'est d'arriver à se mettre d'accord. Et pour se mettre d'accord, on doit accepter le lien entre la majorité et la minorité. Et quand il y a une décision majoritaire, il est réputé que les minoritaires soutiennent la décision majoritaire. Sauf si vraiment ça heurte ses valeurs et qu'ils souhaitent faire inscrire son opposition et donc la faire valoir à l'extérieur. Généralement, c'est assez rare parce qu'on essaye vraiment de garder cette entité de collège pour que dans les cas de tempête, dans les cas de crise ou dans les cas des bons moments, on soit vraiment perçu comme un gouvernement et non pas 7 individus qui siègent autour d'une même table. Donc la règle, c'est le fait qu'on respecte la majorité et la minorité. Deuxième élément, c'est que si on doit exprimer un désaccord avec une décision du Conseil d'État, on doit l'inscrire et donc le demander ou l'annoncer en disant sur cet objet, eh bien, je ne peux pas me reconnaître et donc je demande à pouvoir inscrire mon opposition. Ça veut dire que des fois, autour de la table, la discussion elle est un peu animée? Oui, bien sûr, et heureusement. Parce que comme on doit in fine être d'accord ou vivre avec la décision qui a été prise, elle est animée, elle est tout à fait respectueuse. Hein. C'est pas parce que des fois ça chauffe un peu que ça ne l'est pas, ça reste respectueux. Mais il peut y avoir évidemment des débats parce qu'on parle de politique, parce qu'on parle de projets politiques, mais aussi de projets pour Genève. Et donc ça, c'est animé, mais je trouve que c'est bien parce que la vie politique, c'est pas que des tableaux Excel qu'on doit gérer, c'est aussi du Word dans lequel il faut inscrire une histoire et écrire une histoire pour Genève. Et vous, en tant que président, vous devez trancher des fois parmi ces débats? La prérogative du président, c'est de trancher en cas d'égalité. Comme nous sommes 7, eh bien, s'il y a 3 oui, 3 non, à ce moment-là, le président est invité à départager pour asseoir la décision. Mais c'est relativement rare. Mais donc, on vote comment? On vote à main levée? J'essaye de faire en sorte que les votes soient rares parce que l'autre règle d'un collège, c'est il faut qu'on soit consensuel. Il faut qu'on soit ensemble sur les décisions qu'on doit porter. Donc oui, si on est appelé à voter, effectivement, on lève la main selon la question habituelle de qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Très bien, alors on va parler un peu plus de vous personnellement. À quoi ressemble une journée type de Thierry Apotello, le conseiller d'État, le président du Conseil d'État? C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Je commence très tôt et je finis très tard. Mais il n'y a pas de journée type et c'est ce qui fait toute la richesse d'un métier comme le mien. C'est qu'effectivement, ça varie tous les jours et ça varie même d'heure en heure quand les choses sont organisées. Et puis quand il y a tout à coup une urgence, on arrête tout puis on traite l'urgence. Et c'est ça qui est vraiment stimulant. Ça passe de dossiers très concrets à des éléments plus politiques, de convaincre un député, une députée, d'appeler les collègues, de s'organiser pour que les choses avancent. Je passe d'un sujet d'une patinoire en passant par l'aide sociale, en reparlant par le sport et puis une question qui m'est posée sur la culture. Tous ces éléments sont effectivement constitutifs de ma journée. Je garde des moments de travail avec mes équipes aussi. Et puis j'attache une grande importance à faire des visites sur le terrain. Je suis très attentif à ce que cette salle, on dit souvent c'est la tour Baudet et puis on s'en détache un peu et ça peut vite arriver parce que le pouvoir peut isoler. Donc je suis très attentif à garder une plage dans la semaine où je fais des visites de terrain ou des rencontres avec
des actrices ou des acteurs de la société civile, par exemple. Et c'est ça que vous préférez ou... Moi, j'aime tout. Ok. J'aime aborder les questions budgétaires, j'aime aborder les projets, j'aime les faire avancer, j'aime réunir mes équipes pour les orienter sur... là, j'aime répondre à leurs besoins, j'aime aller sur le terrain. Oui, je trouve que... En fait, je ne suis pas sûr d'être heureux pleinement si je n'avais qu'une seule tâche à faire. Là, le fait que ça soit très diversifié, c'est extraordinairement riche. Et puis de nouveau, ça a plein de surprises et c'est stimulant. Donc voilà, je me réveille à 6 heures le matin et puis en plus j'ai de la chance de m'occuper de la culture et le sport, donc 2 activités aussi qui prennent soit le week-end, soit des temps de soirée. Et c'est vraiment, voilà, c'est des moments qui sont chouettes. Alors on a évidemment le mercredi matin qui est entièrement réservé au Conseil d'État, le mercredi midi qui est également réservé au Conseil d'État où soit on reçoit des personnalités de Genève, soit on va manger ensemble. Puis le mercredi après-midi aussi réservé pour des séances extraordinaires du Conseil d'État ou des délégations de celui-ci. Je sais que le mardi, en tant que président, j'ai la séance de préparation avec la chancelière d'État, après le collège des secrétaires généraux. Et puis le reste de la semaine, il y a toute une série de choses. Donc votre agenda, il n'est pas vide en tout cas. Il est pas mal chargé. Il est bien chargé, ouais. Et c'est quoi le plus grand défi pour vous? C'est d'arriver à faire en sorte que les projets avancent et puis dans un cadre, un contexte budgétaire ou un contexte de l'environnement qui peut un peu bouger, mais c'est ça aussi qui est chouette parce qu'on a imaginé peut-être un projet ou un programme il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes, donc il faut qu'on rebouge un petit peu, qu'on réanalyse la situation, qu'on réanalyse les besoins. Et ça, voilà, c'est encore une fois très, très intéressant pour un conseiller d'État que d'arriver à mener des projets et puis de les concrétiser. On arrive à la fin de cet entretien. Alors si on va un peu en arrière, en 2018, lors de votre première année de fonction, est-ce que vous vous souvenez un peu de vos débuts? Oui, bien sûr, ça reste le premier jour quand on rentre dans cette salle du Conseil d'État, ça reste évidemment un moment très marquant. J'ai fait 15 ans de mairie à Vernier, donc la vie politique, je la connaissais bien, dans une commune effectivement importante, la 2e commune du canton de Genève. Mais de rentrer dans cette salle et puis d'avoir son siège, comme j'étais 07, j'étais ici à la place de Nicolas Valder, c'est impressionnant, c'est très honorant et c'est très engageant en se disant mais enfin on a une incroyable possibilité aujourd'hui de faire bouger des projets qui m'animent, de porter des lois, des modifications de réglementaires ou des projets ou des programmes qui puissent aider les habitantes et les habitants de ce canton. Et justement, alors si un Genevois nous regarde aujourd'hui et veut se présenter, veut devenir conseiller d'État, ce serait quoi votre conseil pour lui? Alors il y en a peut-être plusieurs. Le premier, c'est que je peux que lui conseiller d'adhérer à un parti. Parce que là, la machine, effectivement, de la politique est quand même très soutenante, surtout en campagne électorale. Le deuxième conseil, c'est d'attendre 25 ans, puisque la loi l'oblige à attendre 25 ans pour pouvoir être membre du Conseil d'État. Et puis, d'avoir la passion. Parce que c'est difficile, c'est parfois tendu. Il faut trouver des plages aussi de récupération personnelle. Et le fait de vivre de la passion a ceci de beau, c'est que ça entraîne aussi son équipe. Quand on est passionné, on a l'équipe qui suit derrière. Et ça, je trouve que c'est aussi un beau conseil qu'on peut lui donner. Alors, je profite encore d'être dans cette salle historique pour vous demander si vous avez un objet à mettre en avant ou un détail de cette salle que vous voulez nous montrer. De cette salle, il y a plusieurs fresques qui sont effectivement historiques, qui datent du XVIe siècle. Peut-être une où on voit de très anciens collègues siéger dans cette salle et qui ont les mains coupées, une allégorie au fond pour montrer l'importance de l'indépendance et puis de ne pas accepter davantage et d'être vraiment maître de ses décisions. Il y a un autre symbole que celui de la justice, où on doit, dans un collège, pondérer nos décisions et puis les prendre avec indépendance. Alors on va finir sur ces mots. Merci beaucoup de nous avoir accueillis avec grand plaisir dans cette incroyable salle. Et puis on vous souhaite une très bonne suite. Merci.